Le porte-avions Charles de Gaulle a passé le canal de Suez et se dirige actuellement vers le détroit d'Ormuz. Selon les autorités françaises, il s'agit pour le moment d'une opération neutre qui aurait pour but d'aider au déblocage du détroit. Nicolas de Lamberterie. Mais que va donc bien pouvoir faire la France dans cette galère ? Alors que Donald Trump a annoncé mettre un terme à son Operation Freedom visant à débloquer le détroit d'Ormuz, moins de 2 jours après l'avoir annoncé, voilà donc qu'Emmanuel Macron s'y met et envoie le porte-avions Charles de Gaulle en direction du détroit d'Ormuz. Avec toutefois les habitudes macroniennes du « en même temps », puisque les communications du pouvoir français précisent qu'il s'agit, dans le cadre d'une opération menée avec les Britanniques et d'autres pays européens, de rester à distance des belligérants. Pour l'instant, le porte-avions a franchi le canal de Suez et traverse la mer Rouge. Et étant donné qu'Emmanuel Macron a échangé par téléphone avec le président iranien, on peut au moins raisonnablement espérer qu'il ne subira pas d'attaque des Houthis yéménites lorsque le Charles de Gaulle se trouvera dans le golfe d'Aden. En clair, il s'agirait d'être là, mais sans pour autant vraiment agir, ce qui comprend le risque d'être soit un simple spectateur, soit, pire encore, de subir des dégâts collatéraux à l'image des soldats de la finule au Liban. Le président de la République française, Emmanuel Macron, entretient une politique assez particulière en raison de sa contradiction vis-à-vis de l'Iran. Alors qu'il avait auparavant déclaré que la France ne participera pas à l'opération états-unienne de blocage et de déblocage du détroit d'Ormuz, voilà que le ministère français des Armées annonce le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle qui se trouve actuellement en mer Rouge et qui doit rejoindre le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz. Cette participation ne devrait pas changer grand-chose à la situation actuelle et pourrait peut-être même mettre la France dans l'embarras et dans une situation qui pourrait dégénérer et qu'elle ne maîtrisera pas. Pendant ce temps, les États-Unis annoncent la fin de leur opération de déblocage du détroit d'Ormuz après seulement 24 heures et des tirs de défense iranienne à l'encontre de 2 de leurs bâtiments, ce qui laisse présager d'un futur échec de toute tentative d'intervention pour débloquer ce détroit fortement stratégique. Certains analystes estiment toutefois qu'il n'est vraiment pas à exclure qu'à terme, Donald Trump remballe ses petites affaires et laisse à ses obligés européens le soin de se dépêtrer eux-mêmes du chaos causé par l'intervention américano-israélienne. Un chaos dont les Européens vont bien davantage souffrir que les Américains, plus autonomes d'un point de vue des ressources mises en péril d'approvisionnement par la situation au Proche-Orient. Mais on ne voit pas bien comment les forces françaises, en dépit de leur qualité, pourraient parvenir à faire mieux que les Américains. Et on n'imagine pas non plus Trump laisser à la France jouer le rôle d'intermédiaire diplomatique pour que la situation se détende. En attendant, les Iraniens ne semblent absolument pas décidés à renoncer à leur souveraineté nouvellement proclamée sur le détroit d'Ormuz, puisqu'ils se proposent même d'apporter une aide humanitaire aux navires coincés dans le golfe Persique. Alors que de nombreux navires commerciaux sont toujours bloqués dans le golfe Persique en raison de ce blocage persistant, la plupart ne souhaitent pas prendre le risque de franchir le détroit ou de payer le péage pour des raisons certainement financières. Parallèlement, l'Organisation iranienne des ports et des affaires maritimes a adressé un message à ses navires commerciaux présents dans le détroit d'Ormuz et le golfe Persique, annonçant sa disponibilité pour leur fournir des services d'assistance, du carburant, des vivres ainsi que des services médicaux si besoin. Cette organisation a souligné que cette action s'inscrit dans le cadre des responsabilités souveraines de l'Iran en matière de sécurité et de services portuaires et maritimes. Et pendant ce temps, sur l'autre champ de bataille, celui du Liban, les bombardements israéliens se poursuivent inlassablement, en dépit du cessez-le-feu théorique qui est censé être en vigueur. En effet, selon la position des Israéliens, ils ne sont pas en conflit avec le Liban, mais avec le Hezbollah, dont ils ont d'ailleurs revendiqué l'élimination du chef de la force Redouane, l'un des commandos de la milice chiite. De son côté, le Hezbollah semble avoir énormément appris des méthodes de combat de la guerre ukrainienne et utilise de plus en plus de drones FPV, c'est-à-dire en pilotage avec vue à la première personne, pour éliminer des soldats israéliens. Une stratégie qui, un peu comme pour les Russes en 2022, renvoie la supériorité militaire israélienne au placard et rebat les cartes.
En clair, rien ne semble laisser entrevoir une sortie du conflit proche, que ce soit au Liban ou sur les autres terrains d'opération du Proche-Orient. Et pendant qu'Ormuz est bloqué, le monde entier en paie le prix. Alors que les matières premières transitent habituellement par le détroit, des pénuries vont entraîner des effets en cascade dans l'industrie comme dans l'agriculture. Renaud de Bourleuf. L'économie mondiale suspendue aux discussions autour d'Ormuz. Si le blocage du détroit perdure, le risque ne concerne pas que le pétrole. Les perturbations dans le golfe Persique affectent d'autres matières premières et intrants stratégiques. Engrais, produits chimiques, pétrochimiques, plastiques et de nombreux produits intermédiaires indispensables aux chaînes de production. Et la France ainsi que l'Union européenne pourraient vite se retrouver démunies. En effet, alors que le marché pétrolier puise dans ses réserves stratégiques, la situation est critique concernant les produits raffinés, le diesel et surtout le kérosène. 40% du kérosène mondial transite par le détroit d'Ormuz. Or, la France a suivi les réglementations européennes pour se rendre encore plus dépendant des importations. En 2009, il y avait près d'une centaine de raffineries en Europe. Depuis, 28 d'entre elles ont été fermées ou transformées sous prétexte que l'activité était polluante ou peu rentable. Conséquence, les pays européens ont besoin des raffineries, notamment russes, un canal fermé depuis les sanctions décrétées par Bruxelles en 2022, et du golfe Persique. Depuis le blocage du détroit, les prix du kérosène ont flambé, de 750 $ en février à 1900 $ au début du mois d'avril. Les prix du billet d'avion se sont envolés. Au début du mois, le Conseil international des aéroports, une organisation professionnelle qui représente les aéroports de l'Union européenne, brandissait le risque d'une pénurie. Mi-avril, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie avançait que l'Europe disposerait encore de peut-être 6 semaines de réserve de kérosène. Mais de son côté, le porte-parole du gouvernement, Maud Brejon, affichait son optimisme. Un sujet sur la possibilité que dans quelques jours, quelques semaines, les compagnies aériennes aient moins de kérosène pour faire voler leurs avions. Il y a davantage de tensions, mais encore une fois, à l'heure où on se parle, il n'y a pas de difficulté. Un autre secteur va souffrir de la crise iranienne, l'agriculture. En effet, un tiers du commerce maritime mondial d'engrais passait par Ormuz. Il n'y a donc pas de pénurie, mais une forte hausse des prix qui s'ajoute à celle observée après 2022 et l'arrêt des importations d'engrais russes. Un cercle vicieux devrait s'instaurer dans le monde rural, les agriculteurs produiront moins ou plus cher, les prix des céréales, fruits, légumes et viandes augmenteront, un nouveau problème dont les paysans français n'avaient vraiment pas besoin en ce moment. Sans surprise, l'industrie est lourdement affectée par la crise iranienne. L'automobile, déjà suffisamment affaiblie par les directives prétendument écologiques de Bruxelles, va subir de plein fouet la hausse des prix de l'acier et de l'aluminium. 10% des capacités mondiales de production d'aluminium se trouvent dans le golfe Persique. Les industries chimiques et pétrochimiques subiront elles aussi un effet domino, la hausse du coût de production due à la fois à l'énergie et au transport, un risque de pénurie de composants et une désorganisation des chaînes globales. Plusieurs secteurs dépendent fortement de l'hélium, ce sous-produit du traitement du gaz naturel. Un tiers vient du Qatar, en passant par Ormuz. L'hélium est nécessaire pour la fabrication des puces. Une pénurie entraînerait des effets en cascade sur les ordinateurs et les téléphones portables, ainsi que sur l'intelligence artificielle. Ce produit sert aussi à la fabrication de fibres optiques. Un manque pourrait provoquer un ralentissement d'Internet. Notons aussi que l'hélium est utilisé comme fluide de refroidissement dans certains réacteurs, ce qui le rend nécessaire pour la recherche scientifique. Enfin, le secteur de la santé serait touché alors que l'hélium est nécessaire pour les IRM ainsi que pour plusieurs équipements médicaux. Si le blocage d'Ormuz se prolonge, les conséquences pourraient être rudes à tous les niveaux.